Bonjour tout le monde, merci d'être venu. Je me déplace aujourd'hui dans le cadre donc, de la conférence sur la Russie et l'Ukraine, et notamment les relations qui composent ces deux pays, qui sont, on pourra le dire, un peu déstabilisés dernièrement, mais historiquement aussi. Donc petite présentation personnelle d'abord. Je viens du sud de la France, du côté du Var. J'ai fait mes études en partie à Aix-en-Provence, ville dans laquelle j'ai pu rencontrer les militants actuels de Ténessoun, avec lesquels j'ai grandi avec le militantisme. C'est avec eux que j'ai découvert le militantisme patriote, nationaliste, avec notamment au début l'Action française, puis une tangente avec le Bastion social, et puis aujourd'hui comment dire, plus un militantisme un peu sympathisant avec Ténessoun, formation avec laquelle nous rassemblons en fait surtout des étudiants, mais on fera peut-être la présentation après du mouvement, pour ceux que ça intéresse. C'est intéressant, je vous rassure. Donc pendant les études, j'ai eu l'occasion en fait avant les études, j'ai vécu 1 an en Pologne. C'était un déménagement personnel, et c'est là que j'ai rencontré vraiment la mentalité de l'Europe de l'Est, de l'Europe centrale, et c'est là qu'est venue cette passion pour la politique régionale d'Europe centrale. S'en est suivi une année en Lituanie, une année en Sibérie, 2 années encore en Pologne, des voyages en Ukraine, dans ces régions-là. Donc c'est pour ça que je viens vous parler de ce sujet aujourd'hui. Il y a aussi et surtout la volonté d'enterrer cette vision du genre Russie, comme on pourrait le qualifier, qui est ce personnage qu'on rencontre presque systématiquement dans le militantisme, le nationalisme, tout ça, des personnes qui ont une admiration pour Poutine qui est irrationnelle parce qu'elle relève simplement en fait du comment dire, de cette image de l'homme fort, viril, à la tête d'un État, alors qu'en fait politiquement les gens n'ont pas forcément conscience de ce qu'il fait, n'ont pas forcément conscience des répercussions de son passé, et surtout comment les Russes voient cet homme. C'est ça qui est important aussi. Nous, on a une vision de Macron que les étrangers en ont une autre aussi. Donc c'est important de le préciser. Et donc je tiens aussi à faire changer un peu le point de vue à ce niveau-là. Et sortir aussi de ce bipartisme entre les patriotes qui sont souvent pro-russes et les patriotes qui sont pro-ukrainiens, pour en fait montrer que la situation est beaucoup plus complexe et qu'on peut pas juste se ranger du côté d'Azov où les gens se font des images de ces militants, cette armée un peu nationaliste, tout ça, ou alors du côté des Russes, parce qu'ils voient toujours cette alliance entre, comme dirait Jean-Marie Le Pen, la France l'Europe qui s'étend de Brest à Vladivostok. Il y a un juste milieu et c'est important de le mentionner. Donc l'histoire de l'Ukraine, parce qu'on va faire un retour en arrière, c'est toujours important de préciser que ce pays a une existence qui est antérieure, et en particulier la ville de Kiev, antérieure à la Russie, à Moscou. La Russe de Kiev, en fait, était un peu un proto-État qui rassemblait les origines de la Biélorussie, l'Ukraine et la Russie. C'était à la base un mix entre des Polanes, c'était un peuple local, et des Scandinaves, qui descendaient en particulier de la Lituanie, tout ça, jusqu'au fleuve Dniepr, qui traverse Kiev. Et donc il y a eu cette première dynastie justement de la Russe de Kiev, c'était ces Scandinaves-là qui ont développé la ville. Il y avait donc cette entité avec des micro-États où les gens partaient de villes, on crée en particulier toutes les premières villes. Donc bon, on peut parler de Moscou, on peut parler de toutes les villes en Russie actuelle, Biélorussie actuelle, et jusqu'en à peu près au XIIIe siècle avec l'invasion des Mongols.
Ah oui, c'est ça. Je voulais surtout mentionner que à cette époque, donc, il y avait une union de ces peuples-là qui n'étaient pas forcément différenciés de par leur culture. C'était plus ou moins le même peuple. Il y avait une unité, même si une origine différente entre les Polanes et les Scandinaves. Jusqu'en 1648, où il y a eu la création de l'État cosaque, ça n'a duré que 5 ans, et c'était à l'est de la Russie, l'est de l'Ukraine. Et c'est important de le noter parce que ça correspond actuellement aux régions sécessionnistes, entre guillemets, de l'Ukraine, et qui montre qu'en fait cette région, dès cette époque, aspirait à une certaine différenciation. Je dirais pas indépendance, mais au moins ce sentiment d'appartenir à quelque chose d'autre, quelque chose de supérieur. Donc on a eu des territoires qui, dès lors de l'indépendance, en 1917, puis en 91, ont été contestés. Parce qu'on le sait, l'URSS, ce monstre État énorme, a unifié des régions que tout opposait, et des peuples aussi qui étaient très différents. Et l'Ukraine, donc, avait au sein de ces régions 2 peuples, 2 langues, 2 religions, 2 économies, 2 systèmes. Et ça, c'est important de le noter parce qu'il y a d'autres pays qui ont réussi la transition de manière différente, comme la Pologne, qui a pris à l'est des territoires, ou surtout à l'ouest de l'Allemagne, mais dans lesquels les Allemands en fait sont partis. Donc il n'y a pas de crise identitaire des peuples de ces régions-là, puisque le peuple reste homogène. Alors que dans l'Ukraine, les populations russophones de l'Ukraine ne sont pas reparties en Russie. Donc il y a cette divergence au sein de l'État. Donc je vais élaborer par rapport à la différence entre ces 2 parties de l'Ukraine. Peut-être faire un point sur l'actualité un peu plus tard, mais aussi montrer que l'Ukraine, depuis son indépendance, a été divisée politiquement par ses gouvernants. C'est-à-dire qu'en 91, nous avions, comme en Biélorussie actuelle, des États qui étaient très proches du Kremlin, très proches de la Russie, un peu comme d'autres l'ont été dans d'autres, je sais pas, la Serbie qui entretient des relations formidables avec la Russie. Mais là, c'était encore plus parce que c'était des relations aussi militaires. Il y avait un accord qui était passé notamment entre la Russie et l'Ukraine pour le laisser passer dans le port de Sébastopol des navires russes. Et c'est ça qui a fait un cassage en 2004, si je me trompe pas, lorsqu'il y avait une élection entre justement les pro-russes et les pro-ukrainiens qui voulaient un peu s'extirper du giron russe, qui eux ont dit si nous passons aux élections, la Crimée, le port de Sébastopol, les Russes n'auront plus accès à cette région-là, c'est la nôtre, nous voulons rester indépendants. Les Russes ont vu le danger venir, ils ont truqué en partie les élections avec bien sûr l'aide du gouvernement de l'époque, de l'administration. C'est l'Ukraine aussi, hein, c'est les 2 États entretenaient cette relation bilatérale et donc tout de suite les citoyens ont crié au trucage. L'élection a été refaite et pour le coup c'est le président pro-Ukraine qui a pris le pouvoir. Et à partir de là, ça a été un peu la descente aux enfers jusqu'à ce qu'on connaît aujourd'hui. Avec notamment en 2014 le Maidan. Donc là, ça a été la fin de l'ère justement russophile, en tout cas comme on pourrait l'imaginer, de l'Ukraine. Excuse-moi. Ouais. Cette histoire de Maidan, c'est par rapport aux oléoducs ou au passage de l'oléoduc? J'ai pas suivi. Non, en fait, le Maidan en 2014, donc c'était on va pas dire c'était pas une guerre civile, c'était une révolte populaire comme il y a eu en Ukraine avant avec notamment la révolution orange où le peuple s'est soulevé pour contester justement des élections en 2014 avec des nouvelles élections en 2014 dans lesquelles le président pro-russe était revenu au pouvoir
Et les gens ont dit non mais nous vont garder notre indépendance, c'est très important de continuer là-dessus. Et ils ont renversé le pouvoir. Et c'est là qu'est venu l'ancien président Poroshenko. Ils ont tous des noms Poroshenko, donc c'est un peu difficile à suivre. Et qui lui a pour le coup complètement brisé les relations et juré de pas faire la guerre à la Russie, mais de tenir tête à la Russie. Et c'est là qu'ont commencé les conflits dans le Donbass, la prise de la Crimée et tout ce qui s'ensuit aujourd'hui. Parce que ça, les gens ne le savent peut-être pas, la guerre dans le Donbass et les régions Donetsk, Luhansk dure depuis 2014. Ça n'a jamais arrêté. Il y a eu des accords, les accords de Minsk, mais il y a encore des morts régulièrement. Ça continue. Donc je vais vous parler de ce contraste religieux. Je vais vous montrer sur la carte, ça sera un peu plus parlant. Donc, avant toute chose, je tenais aussi à mentionner que c'est pas anodin. Le sujet de l'Ukraine, c'est pas anodin parce que c'est cette schizophrénie identitaire qu'il faut aussi pouvoir mettre en relation avec la France. Dans un avenir proche ou lointain, où le Liban, où nous avons des peuples que tout oppose avec des langues, des religions, des choses différentes. La seule différence, c'est que nous, il n'y a pas ce contraste géographique. C'est la population, il y a des divergences et des problèmes identitaires, mais au sein des villes, surtout en France, les cas. Mais bon, là-bas, donc, il faut mettre ça en parallèle avec notamment, donc, en Ukraine, nous avons le contraste religieux avec l'héritage polonais de l'empire polonais-lituanien, des catholiques principalement à l'est, quelques musulmans en Crimée parce que ça c'est l'héritage des Tatars, mais surtout pour le reste de l'Ukraine, c'est soit de l'orthodoxie, soit un hybride athéiste, parce que il faut le dire, les communistes, la religion, c'était pas trop leur truc. Et donc il y a déjà ce contraste-là. Ensuite, il y a le contraste politique. Les votes, principalement sur toute la partie ouest de l'Ukraine, sont à plus de 90% pour les candidats pro-russes. Nous, on se rend pas compte parce que entre Paris qui vote à 50% pour Macron, effectivement, on peut dire par rapport au reste de la France, c'est une différence. Et là-bas, c'est 90-92. C'est tous les opposent politiquement également. Et économiquement, c'est là que c'est aussi important de voir les intérêts économiques. C'est que l'Ouest est l'héritage donc de cette économie communiste industrielle, alors que l'Ouest, ce n'est que de l'agriculture. L'Ukraine était le grenier de la Russie, avec peut-être, je crois, après la France, la plus grande surface agricole. Des champs de blé à perte de vue. Le drapeau de l'Ukraine, bleu et jaune, c'est pas anodin, c'est le ciel bleu et les champs de blé. Donc, et ça, c'est le reste de l'Ukraine. Alors que à l'est, la partie actuellement en guerre, Donetsk, la partie de Donetsk notamment, il y a tout un tas d'usines que les indépendantistes aimeraient bien autogérer ou que la Russie aimerait bien aussi posséder. En plus de ça, on a aussi le contraste linguistique. Donc on a une partie qui parle le russe, uniquement le russe, comme en Russie, le même. Une partie qui parle l'ukrainien, qui est plus minoritaire, vraiment à l'extrême opposé de l'Ukraine. Et au milieu, pareil, une sorte de russe-ukrainien, avec forcément une pression du gouvernement ukrainien en fonction de son gouvernement de promouvoir l'une ou l'autre langue. Donc quand le gouvernement pro-ukrainien est passé à la tête de l'Ukraine, ils ont dit maintenant la langue officielle, ça sera que l'ukrainien, et nous interdisons l'apprentissage en russe. Et à l'inverse, quand c'était le gouvernement russe, ils ont dit le russe c'est bien aussi. Finalement c'est pas mal aussi. Et donc il y a ça aussi Kiev, donc qui est au centre de cet État, entre ces deux oppositions, entre ces deux régions que tout oppose, ces candidats qui sont pro-russes ou pro-Ukraine font la pluie et le beau temps,
sur l'ensemble du territoire. Et donc forcément, si vous êtes catholique, vous travaillez dans les fermes, vous parlez ukrainien, et vous avez un candidat qui est très proche de la Russie, qui engage des relations avec la Russie, qui favorise l'industrie, ce genre de choses, et la langue russe, forcément, vous vous sentez pas représenté. C'est évident. Voilà. Bon, après, au niveau linguistique, il y a des exceptions. Hein. On a le biélorusse aussi qui est dans la région. Et je voulais vous parler de la question de l'identité ukrainienne. Parce que, avec ces informations-là, est-ce qu'on peut dire qu'il y a une identité véritablement ukrainienne ? C'est quoi l'identité ukrainienne ? Si la moitié du peuple est russophone, russophile, où se situe l'Ukraine ? Et ça, c'est une question que les Ukrainiens eux-mêmes ne sont pas capables de répondre. Parce qu'il y a des Ukrainiens qui ne sont pas sécessionnistes, qui sont pourtant russophiles, russophones, qui voudraient un État indépendant en Ukraine, et qui pourtant, aujourd'hui, se font un peu cracher dessus par les Ukrainiens des autres régions en disant non mais vous en fait vous êtes des Russes, vous n'êtes pas des Ukrainiens, parce qu'on ne parle pas la même langue, on n'a pas la même religion, on n'a pas la même culture. Donc il y a ce problème-là. Je vais poser la carte. Hop. Si. Alors, la question russe, où se situe la Russie dans tout ça ? Pourquoi la Russie aujourd'hui est aux frontières de l'Ukraine et à l'aube, je pense inévitable, d'un conflit de grande ampleur. Quel est l'intérêt ? C'est vrai que les gens m'ont demandé, mais en 2021, on voit pas des pays qui envahissent d'autres pays. Ça se fait plus ou pas ? Et quels sont les intérêts pour l'Ukraine là-dedans ? Alors il y a plusieurs intérêts et plusieurs raisons. Donc les Russes ont aussi la vue justement sur toute la région sécessionniste qui est industrielle. Et ça peut être un énorme boost pour toute la Russie, parce qu'en fait, c'est eux, ils se sentent légitimes parce que ce sont leurs infrastructures. Sous l'URSS, c'est eux qui ont bâti cette partie de l'Ukraine, et forcément, ils ont ce sentiment de légitimité à reprendre ces terres, à reprendre cette économie, à reprendre ce peuple, parce qu'il y a ça aussi. Les Russes pensent que tous ces gens font partie de cet empire russe, alors que d'autres pays sont complètement indépendants. Moi, combien de fois j'ai entendu en Russie, quand je parlais de la Pologne, les gens me disent « Ah, mais c'est juste des territoires perdus temporairement ». J'ai dit « Oui, mais ces gens-là, ils ont une histoire, ils aspirent à une indépendance, à une liberté. » Et ils disent « Non, mais c'est temporaire. C'est temporaire, ils ont vraiment une image de cette super État slave qui serait supérieur aux entités nationales. » Donc là, c'est vraiment pour le coup le communisme, on est au-delà des États, c'est un système pour tout le monde. Donc il y a cet intérêt économique. L'intérêt évident de la Crimée, c'est l'accès à la mer Noire, position stratégique militaire en particulier. Le tourisme, parce qu'il faut savoir, la mer Noire, c'est le même climat qu'en Méditerranée. Donc si vous allez à Sébastopol, c'est Saint-Tropez, avec des belles plages, un climat agréable, donc ça fait des touristes, une économie là aussi qui est très importante. La Crimée, ils l'ont récupérée, c'est déjà perdu, mais il reste cette enclave avec Odessa, tout ça, qui pourrait leur permettre de contrôler l'intégralité de la mer Noire et donc l'accès au détroit, donc à la frontière turque. Cet intérêt-là permettrait aussi à la Russie de couper l'Ukraine de tout accès à la mer. L'Ukraine sera enclavée. Si demain la Russie prend Odessa, l'État ukrainien ne survivrait pas. Très clairement, enclavé, c'est un territoire qui ne peut rien faire. Avec des frontières, ils n'ont pas les mêmes frontières que nous. Nous avons des frontières naturelles en France, Pyrénées, les Alpes, le Rhin, qui sont évidentes d'un point de vue géographique, d'un point de vue culturel, d'un point de vue de l'identité même. Outre-Rhin, c'est plus la France. Alors que eux,
entre l'Ukraine et la Pologne, c'est des champs à perte de vue. Donc il n'y a pas non plus cette aide géographique, géologique, qui pourrait leur permettre de garder cet État libre et indépendant. En cas d'une enclave ukrainienne, malheureusement, ça voudrait dire la fin de l'Ukraine. Il y a aussi le boost démographique. Ça, je peux vous en parler personnellement. Les Russes, pendant mes études, m'avaient donné un graphique de la population, de l'évolution de la population russe. Un graphique qui était pas joli depuis depuis la chute de l'URSS, puisque la natalité a baissé fortement, donc en fait la population russe s'est effondrée. Sauf qu'arrivé en 2014, qu'est-ce qui s'est passé? Leur graphique explosé. Ils ont eu un boom des naissances, c'était magique. J'ai pas compris, j'ai dit mais qu'est-ce qui s'est passé? Ils m'ont dit c'est la Crimée. C'est la Crimée parce qu'ils ont ajouté la Crimée, le Donbass, toutes ces parties qui sont disputées dans les statistiques officielles de la Russie. Ça fait que effectivement sur le papier c'est beau, ça veut dire que oui la population russe a augmenté, ça veut dire que c'est un État qui est devenu attractif, ça veut dire que il y a une vraie évolution de l'économie du pays, tout ça. Donc il y a aussi cet effet psychologique et ce trucage aussi des recensements. Ça on me l'a fait tout de suite comprendre. Quand j'étais en Sibérie, j'ai dit on est dans une ville de 150 000 habitants. Mais tous les gens m'ont dit mais il n'y a pas 150 000 habitants ici. On dit c'est complètement faux. On dit il y a au moins un tiers de personnes en moins. L'État russe grossit les chiffres. On connaît tous par exemple l'affaire des tanks gonflables. La Russie avait mis des tanks gonflables pour que sur les images satellites ça fasse une flotte, une armée plus grande, plus imposante. Alors qu'en fait avec les images satellites, il suffit de passer un coup d'infrarouge pour reconnaître si c'est du métal, si c'est quoi que ce soit. C'était pas autant, mais en fait, c'était quand ça? Aux alentours de 2014. Les dernières nouvelles que j'avais eues, c'était à peu près par là, où effectivement ils avaient des tanks gonflables pour grossir l'armée russe et tromper les nations étrangères. Mais les gens, enfin n'importe qui a fait un peu d'analyse d'image sait que si c'est un tank gonflable ou si c'est un vrai tank, c'est la stratégie russe. Et donc cette stratégie pour la population, pour faire grossir la population, donc comme j'ai dit, c'est surtout pour des intérêts économiques. Pareil, faire grossir les chiffres pour que l'État se veuille attractif, toutes ces choses-là. Ensuite, on a un État russe qui est avant tout l'héritage de l'impérialisme et du communisme, et donc cette volonté à la fois de conquérir et d'unifier qui n'a jamais cessé. En quelque sorte, les Russes, même en 2021, en 2022, aujourd'hui, pensent que l'Europe centrale est leur, pensent que le Kazakhstan est leur. Politiquement, c'est le cas, malheureusement. Et donc, les habitants sont formatés, sont conditionnés pour soutenir cette extension potentielle. Une fois encore, moi, les Russes, quand j'ai mentionné la guerre en Ukraine, m'ont dit ah oui, mais c'est parce que les Ukrainiens nous ont attaqués. L'Ukraine a attaqué une des premières puissances militaires mondiales. Ça paraît un peu gros quand même. Enfin, si c'était vraiment le cas, ça serait pas passé comme ça. Mais ils sont tellement conditionnés justement pour pas supporter l'État, mais en tout cas pour comprendre les interventions militaires à l'étranger. Et ils le supportent d'ailleurs. Et en parallèle de ça, il y a des Ukrainiens qui sont russophiles, contrairement à ce qu'on pourrait penser. On pourrait penser que tous les Ukrainiens sont pour la liberté, l'indépendance de l'Ukraine, alors qu'en fait, pas du tout. Même les derniers sondages montraient que la plupart des Ukrainiens étaient pro-russes. Et c'est là la vraie crise identitaire, c'est-à-dire que à l'aube d'une invasion massive sur ce pays, qui est quand même le premier pays en termes de superficie de l'Europe après la Russie,
C'est comme si demain on nous disait l'Italie va reprendre la Provence et que la moitié de la Provence était d'accord. Les gens disent on les accueille à bras ouverts parce que ce sont nos frères italiens. Pour nous ça n'a aucun sens. Mais pour eux c'est normal parce que ce sont des familles aussi qui ont été divisées, des frontières qui une fois encore ne sont pas vraiment définies. Donc des fois il y a des gens en Ukraine qui ont de la famille en Russie et vice versa. Et ça fait que ils entretiennent ce climat de l'inverse de l'unité ukrainienne, tout simplement. Je vais pas parler de la Transnistrie parce que ça serait, je sais pas si vous avez entendu parler de cet État, c'est le micro-État qui vit de manière officieuse entre la Moldavie et la Moldavie ici et l'Ukraine. Nous avons cette partie qui est contestée depuis. Je dis que j'en parlerai pas, mais c'est intéressant pour l'anecdote. Depuis la chute de l'URSS, c'était principalement des troupes en fait de l'URSS qui voulaient se rapatrier en Russie avec l'indépendance de la Roumanie. Donc ils se sont déplacés en Moldavie parce que la Roumanie a dit si vous sortez, maintenant on est indépendant. Ils sont arrivés en Moldavie, la Moldavie vous sortez, on est indépendant. Sauf qu'en même temps, l'Ukraine a déclaré aussi. Donc ils se sont retrouvés pris un peu en sandwich dans cette terre avec aucun accès à la mer. Et jusqu'à aujourd'hui, c'est l'un des derniers États qui utilise officiellement sur son drapeau la faucille, le marteau. C'est encore pire que la Biélorussie. C'est eux d'ailleurs qui ont rapatrié toutes les statues de Lénine que les États voulaient casser. On dit non, on vous les rachète. Et donc en Transnistrie, c'est truffé de l'héritage communiste qui est absolu. C'est absolument dingue. Avec du matériel militaire aussi qu'ils ont récupéré de l'époque. Et donc eux, ils attendent que l'arrivée de la Russie pour les délivrer, en quelque sorte. Nous avons l'ennemi de l'État ukrainien. Alors l'ennemi de la Russie, du peuple russe, qui peut être, pas forcément communiste, mais c'est l'oligarchie russe joue contre le peuple russe. L'oligarchie ukrainienne joue contre le peuple russe et ukrainien. Je vais pas m'étendre sur le sujet, mais en gros, ces oligarques font un peu la pluie et le beau temps dans la politique de ces pays-là. Contrairement à nous, on dit les milliardaires en France, franchement, dans le fond, en comparaison, non. Ils font pas trop la pluie et le beau temps dans la politique, alors que là-bas, un oligarque peut prendre des décisions politiques et économiques pour l'ensemble du pays, juste parce que ça l'arrange, lui et son entreprise. Et donc, nous avons aussi une partie de cette Ukraine qui est déstabilisée par ces puissances financières, ces énormes mannes financières qui viennent soit de Russie, soit d'Ukraine, pour contrebalancer, pour dire non mais moi je veux que ma région reste en paix parce que sinon mon entreprise a fait faillite, ces choses-là. Donc il y a aussi ce côté c'est même plus économique parce que ces entreprises sont tellement énormes que finalement les employés se rangent toujours du côté de l'employeur et donc il y a des micro-régions dans les régions déjà sécessionnistes qui vont à l'encontre du reste de la région parce que l'employeur pense comme ça. C'est un bazar incommensurable. On va balayer ce côté-là. Depuis la guerre en 2014, en Ukraine, officiellement, il n'y a pas la Russie. La Russie n'est officiellement pas intervenue dans le Donbass. Je parle pas de la Crimée. La Crimée, c'est perdu, voilà. Ils ont rendu les armes, il reste que des Russes. Mais dans le Donbass, donc cette partie tout à l'ouest de la Russie, les combattants ont des profils qui sont hallucinants pour nous Européens, avec notamment des Ukrainiens des deux côtés, parfois de la même famille, qui n'ont pas été élevés de la même façon, et des fois également des Russes des deux côtés. Donc il y a des Russes qui tirent sur des Russes en Ukraine, et des Ukrainiens qui tirent sur des Russes d'un côté, et vice-versa. Parce que par exemple les nationalistes russes, qui sont complètement contre Poutine, vont aller combattre aux côtés de l'Ukraine, pour défendre la nationalité, pour défendre l'unité ukrainienne. Ce qui est absolument effarant. Les nationalistes français ne vont jamais combattre pour l'indépendance d'une autre nation en conflit avec la France. Enfin,
c'est cette schizophrénie identitaire en fait qui met à mal l'unité du pays, qui, je le pense personnellement, ne sera jamais faite avec des populations qui sont si diverses et si différentes, que tout oppose. Donc là, après, la question c'est est-ce que cette partie peut avoir une indépendance, peut justifier une indépendance? Est-ce que l'État ukrainien accepterait? C'est comme si nous on donnait l'indépendance, je sais pas, au Pays Basque ou à la Corse. C'est toujours une question politique. C'est trop compliqué. L'autre ennemi que je n'ai pas mentionné encore, qui est pourtant peut-être le plus important, sont les États-Unis. Les États-Unis dans tout ça, qu'est-ce qu'ils veulent et qui ils soutiennent? Ils soutiennent l'Ukraine, c'est évident, contre la Russie, la guerre froide n'étant jamais finie en Ukraine. Nous avons des Américains qui déploient des forces armées aux frontières russes de manière hallucinante, parce que c'est comme si à la frontière française, je sais pas, les Italiens faisaient des bases armées. C'est de la pure provocation. Donc ça, c'est soutenu par donc les États, par exemple, baltes, l'Ukraine, la Pologne, donc des bases américaines qui se sont dispatchées tout le long de la frontière, et surtout des forces militaires et financières. Donc ils envoient des armes aux Ukrainiens pour leur dire tenez, si vous voulez défendre votre indépendance, on va vous y aider. Et c'est pas anodin parce que tout ça c'est forcément c'est pour répercuter ça sur l'ennemi russe, qui finalement c'est toujours comme ça, comme à la guerre froide. Au Vietnam, c'était pas les Viet Cong contre Dieu sait qui, c'était les États-Unis contre la Russie. Ça a été comme ça, et ça le sera encore, et ça le sera d'autant plus qu'aujourd'hui la Russie, c'est pas l'ennemi des États-Unis, c'est la Chine. Mais aujourd'hui la Russie agit pour la Chine. Et là j'en viens à un peu cette réflexion où la Chine a atteint un tel niveau de développement qu'elle se permet d'utiliser la Russie, ou en tout cas de donner le feu vert à la Russie d'envahir cette Ukraine. Et je pense sincèrement que l'Ukraine n'a que quelques jours ou quelques semaines, en tout cas la capitale de Kiev, parce que ces Russes se sont sentis légitimes et surtout ont eu cet accord avec les Chinois. Les menaces américaines ne fonctionnent pas sur les Russes, on le sait bien. On a eu des déclarations qui étaient hallucinantes de la part de Biden, qui a dit notamment si vous envahissez la Russie, puisque c'est comme ça, on va vous sortir du système des visas, des Mastercard, de tous les paiements SWIFT, tout ça. Le lendemain, la Russie a rejoint le système monétaire chinois. Autant dire, on n'en a rien à faire. En gros, c'était le message qui est passé. Ensuite, ils ont fait plusieurs coups comme ça. Ça a pas pris. Les Américains sont sortis de ce modèle interventionniste depuis l'Afghanistan. Biden a envoyé un très clair message à la communauté internationale en disant les États-Unis ne seront plus là pour défendre les intérêts américains à l'étranger, en tout cas de manière physique, présence américaine. Et donc cette absence de menace américaine physique des troupes américaines donne aussi des ailes aux Russes qui se disent c'est open bar. Aujourd'hui, on peut aller en Ukraine. On a la Russie, la Chine qui est derrière nous, les États-Unis qui vont pas intervenir. On a tout un système financier, tout un système d'énergie. On est indépendant en énergie, c'est ça qui est important aussi. L'autre chose qui a été faite, c'était les Européens ont dit puisque c'est comme ça, nous n'allons plus consommer votre énergie. Si demain vous envahissez l'Ukraine, l'énergie, effectivement, le gaz en Europe, c'est principalement la Russie. Ça, c'est pas un secret. Le lendemain, la Russie a signé le plus gros contrat de gaz avec la Chine. Pour dire, grosso modo, aujourd'hui, ils exportent, je vais inventer un chiffre, 500 tonnes de gaz par an en Europe. Ils ont signé un contrat à peu près pour 480 tonnes de gaz avec la Chine. Donc, ils vont pas doubler la production de gaz, ils vont juste plus fournir l'Europe.
Et ça, c'est ce qui nous pend au nez aussi. Et il y a des pays comme l'Allemagne, notamment, qui dépendent du gaz d'une manière pas possible, avec notamment Nord Stream, qui demain pourraient se retrouver privés de gaz. Et là, ça serait catastrophique. On sait très bien que les Allemands n'ont pas de centrale nucléaire. En tout cas, la volonté de passer en énergie verte, ça risque de leur péter un peu la gueule. L'Europe est tiède quand il s'agit de l'idée du conflit russe et ukrainien, pour plusieurs raisons. Tout d'abord, ça on peut pas en vouloir à Macron, quoi qu'on en dise. On n'a pas envie qu'il y ait une guerre, on n'a pas envie de s'engager dans une guerre, nous, en Ukraine. Alors oui, en tant qu'Européen, effectivement, j'ai le sentiment de vouloir défendre l'Europe contre l'envahisseur russe, mais en même temps, est-ce qu'on a vraiment envie que ça nous arrive? Donc Macron, par contre, qui va faire son show là-bas, c'est de la pure communication. Mais ça n'a absolument aucun impact, aucune influence. Mais les menaces européennes ne sont pas prises au sérieux. Les menaces américaines ne sont pas prises au sérieux. Et les Européens essaient juste de gagner du temps pour éviter l'inévitable, qui sera donc l'annexion, je le pense, hein, attention, on sait jamais, on sait jamais. Un grand expert politologue polonais avait quand même dit que cette démonstration de force à la frontière russe n'était pas due à la future intervention, à la future invasion de l'Ukraine, mais que c'était pour protéger leurs frontières des immigrés qui voulaient rentrer en Europe par la Biélorussie, qui auraient voulu repartir en Russie en plein hiver. Dans des terres qui, on le sait, déjà en Biélorussie, c'était pas vivable. C'est ridicule. Forcément que les immigrés des pays syriens, tout ça, ne vont pas vouloir demain aller en Russie profiter de la belle virus. Non. Le problème, c'est l'Ukraine, c'est ce caillou dans la chaussure de l'Europe, parce que ça veut dire que demain, si la Russie s'engage dans le conflit, l'Europe ne bougera pas. Je pense que l'Europe ne bougera pas. C'est le caillou dans la chaussure, parce que ça voudrait dire qu'on se lance dans une guerre ouverte contre la Russie et la Chine, une guerre mondiale, finalement. Donc, l'évidence, c'est que l'Ukraine sera sacrifiée pour préserver la paix. C'est tout théorique, hein. C'est tout théorique, mais en tout cas, c'est comme ça que. Oui. Tu penses vraiment que la Chine serait alliée de la Russie uniquement comme déflagration mondiale déjà aujourd'hui, la Russie et la Chine, c'est un peu comme si vous étiez comme t'en étais à l'école et qu'il y avait vous savez, l'élève turbulent qui embêtait l'élève qui se faisait un peu bisuter, tout ça. Et donc imaginez la Russie comme cet élève turbulent qui met des coups à l'Ukraine, et l'Ukraine qui réagit pas trop. Et la Chine, c'est le prof qui vient à l'oreille de la Russie et qui dit moi je te conseille de frapper comme ça, tu feras plus mal. Et donc forcément la Russie, avec ce soutien chinois, peut tout faire, parce que même les Américains ne veulent pas se lancer contre la Chine, parce que il faut se mettre à l'évidence, hein. Aujourd'hui, la première puissance mondiale, c'est la Chine. C'est la Chine, et quoi qu'on en dise, ils ont une puissance de frappe et une puissance industrielle qui est telle que si demain ils arrêtent de faire des exportations à la con, tous les objets chinois qu'on trouve de partout, ils réquisitionnent les industries, ils font des armes, c'est fini. 1 milliard d'habitants, c'est eux qui ont les matières premières, c'est eux qui ont les usines, c'est eux qui ont la main d'œuvre, c'est eux qui ont maintenant l'expérience. Parce qu'ils ont tout volé de l'Europe, des États-Unis, les brevets, les armes, ils savent tout faire, et donc les Américains le savent, et c'est pour ça que on laisse faire pour éviter le conflit, mais ça veut dire que aujourd'hui et demain, la Chine aura une puissance politique plus importante dans nos vies. On le voit aujourd'hui avec le Covid. Qui est le pays qui a confiné en premier et qui a imposé ce système, finalement, de restrictions sanitaires? Ça ne peut venir que d'un pays comme la Chine. Restrictions sanitaires. À quel moment on a vu des pays en Europe qui fermaient des pays entiers
avec des lois qui étaient, notamment en France, aussi dures, aussi agressives envers les citoyens. Ça ne peut venir que de la Chine. Et ce n'est que mon humble avis, mais je pense que ça, c'est dû à l'influence chinoise qui commence petit à petit à gangréner nos vies. Et ça, ce n'est que le début. Parce que si demain, ils prennent l'Ukraine, ça veut dire quoi pour les autres pays? C'est-à-dire qu'on aura une frontière russe et polonaise partagée. C'est compliqué. C'est compliqué. Et aujourd'hui, l'Ukraine n'est pas seulement le caillou de la chaussure de l'Union européenne, mais de l'OTAN. Parce que eux, finalement, ne veulent que se défendre. Ils voulaient rejoindre l'Union européenne. C'est pas pour des affinités politiques. L'Ukraine pour la France, c'est un pays fasciste. Pour l'État français, ils pensent que c'est la bête noire. C'est forcément, ils sont des années en arrière. C'est un autre système, c'est une autre politique. S'ils veulent rejoindre l'Union européenne et l'OTAN, c'est seulement pour pouvoir se défendre. Donc il y a cet aspect-là aussi que les gens ne prennent pas en compte. Zemmour, qui dit de bonnes choses et de mauvaises choses, avait dit que s'il serait élu, il refuserait l'adhésion de l'OTAN à l'Ukraine. L'Ukraine qui veut rejoindre l'OTAN, ce n'est pas une provocation contre la Russie. C'est l'Ukraine qui veut survivre. Et ça, il faut se le mettre en tête. Les bases armées américaines à la frontière russe sont voulues par ces pays-là parce que la menace russe est réelle. Ah oui, c'est de la provocation, oui, c'est la frontière russe, oui, ça énerve les Russes, mais effectivement, quand on est un pays comme la Lituanie qui a été partagé par Dieu sait combien de différents systèmes politiques, notamment envoyés entre la Russie, l'Allemagne, tous les pays sont passés dessus. C'est comme la Pologne. C'est un pays qui a tout vécu, qui a eu des indépendances qui étaient brèves, et les gens sont traumatisés. Ils sont traumatisés. Cette indépendance est trop chère à leurs yeux, et il faut la préserver de tout cœur, même si ça veut dire s'allier aux États-Unis. Ce n'est pas parce que l'Ukraine a des affinités politiques avec les États-Unis. Les États-Unis aujourd'hui, c'est quoi? C'est l'idéologie woke, c'est toutes ces choses-là. En Ukraine, c'est pas possible. C'est évident que tous les opposent. C'est juste une question de pouvoir et d'alliés au sein de ces États-là. Donc je voulais, avant quelques questions si vous en avez, conclure donc avec cette réflexion qu'on peut se faire. Est-ce que l'Ukraine ne sera pas le théâtre de la prochaine guerre froide entre finalement les États-Unis qui veulent à tout prix maintenir leur position de finalement de État-monde et surtout leur politique mondiale, le globalisme, comme on l'a défini, comme l'ont défini les Américains, contre la Russie, contre la Chine, parce que ce n'est pas la Russie là qui est en question, c'est la Chine. Donc, est-ce que l'Ukraine ne sera pas la prochaine guerre froide entre les États-Unis et la Chine, par le biais de l'Europe et de la Russie, notamment? C'est la question qu'on peut se poser. Si demain ce n'est pas l'Ukraine, ce sera peut-être un autre pays. Qui sait? Les Américains ne sont pas dans une phase interventionniste. Ça pourrait arriver. Et l'autre problème, qui est d'autant plus grave, c'est, on le sait d'expérience, tous les conflits, les plus grands conflits du siècle dernier, ont eu lieu chez nous. Et pourtant, les intérêts, ce n'était pas la France contre les États-Unis. On est d'accord. La guerre, tout s'est déroulé chez nous du fait d'autres forces. Les gens me disent tout le temps, ah oui, mais si les Américains et les Russes ils veulent se foutre sur la gueule, ils ont qu'à le faire entre l'Alaska et la Sibérie. Ah oui, c'est pratique. C'est pratique, mais c'est chez eux. Et donc autant le faire en Europe. Donc il faut garder ça en tête aussi. Attention, est-ce que si demain les États-Unis et la Chine s'engagent dans ce conflit en Ukraine, potentiellement en Europe, est-ce que ça va pas aussi nous péter à la gueule? Voilà, je vais conclure là-dessus, tout simplement, parce que finalement, c'est la synthèse de l'Ukraine aujourd'hui, sa relation avec la Russie et les intérêts internationaux, d'une manière plus générale, qu'il faut garder en tête. C'est un État schizophrène dans le sens identitaire. C'est un État qui ne sera jamais unifié. Donc, il n'y a pas de solution pour l'Ukraine.
aujourd'hui, quoi qu'on en dise, on peut pas, le statu quo en Ukraine, c'est pas possible. Population trop divisée pour s'unir une fois dans un pays, une vraie indépendance, il y aura forcément une scission, il y aura forcément des sous-États, des États indépendantistes qui vont rejoindre la Russie, tout ça. Donc pas d'identité ukrainienne, pas de solution pour l'Ukraine, et quel est le moindre mal finalement? Et ça, c'est la question qu'on peut se demander et à laquelle je pense personne n'a de réponse. Ouais. Le moindre mal. En fait, toi, tu as très bien mis en avant, je trouve, le fait qu'il y a un enjeu de conflit de civilisation presque qui existe entre l'Est et l'Ouest, et le fait que l'Europe se retrouve un peu au milieu. Tu as évoqué brièvement le fait que maintenant, dans la campagne présidentielle, effectivement, on a des positions pas très tranchées, je trouve d'ailleurs, qui commencent à émerger. Est-ce que tu vois des éléments tertiaristes qui apparaissent peut-être chez les candidats ou au contraire, est-ce que tu trouves dramatique qu'il n'y en ait pas? Est-ce que tu penses une position tertiariste est possible sur ce sujet, comme à l'époque de la guerre froide? Malheureusement, les candidats, quoi qu'on en dise, sont presque tous du même côté sur la question ukrainienne et la question de ce qui se passe actuellement et ce qui va se passer probablement demain. On sait tous que derrière, ce sont les États-Unis. Ce sont les États-Unis et presque tous les candidats, sans exception. Alors peut-être, oui, effectivement, Zemmour et Marine, parce que Marine, elle a des comptes en banque là-bas, donc c'est ses intérêts personnels à elle. Donc il y a ça aussi, que malheureusement les candidats ont trop été bercés par ce système américain et par cette volonté de faire tout ce que les États-Unis veulent. On a bien vu, on a eu des présidents comme Sarkozy. Finalement, c'est pas une volonté d'avoir une position française sur le sujet. C'est suivre les États-Unis coûte que coûte. Et je pense qu'on va dériver là-dessus. Il y aura, pour l'instant, non, Dieu nous en garde, des candidats qui seront peut-être du côté chinois de la cause, qui se feront acheter ou... Il y a des gens qui disent qu'aujourd'hui Zemmour est payé par la Russie. Je dis pas que c'est vrai, je dis pas que c'est faux. C'est possible. Je pense que c'est par affinité personnelle. Entre nous, je pense que Zemmour, c'est sincèrement une affinité personnelle avec le peuple russe et la Russie. Mais les intérêts sont plus grands. Et nous, malheureusement, en fait, on se fait tellement influencer par ces deux puissances que les candidats n'auront pas une révélation qui permettrait de, quoi qu'en dise Macron, qui va faire le tour des pays là-bas pour essayer de trouver la paix. Non, ça marche pas comme ça. Les deux puissances qui nous influencent, c'est lesquelles? Alors, en tout cas, pour la politique ukrainienne, les États-Unis sur tous les candidats et un petit peu la Russie pour le Zemmour ou Marine Le Pen. Et c'est là aussi que c'est presque dramatique, c'est que l'extrême droite française est russophile contre, et justement il y a cette volonté ukrainienne de rester européenne et indépendante. Et les Français patriotes et nationalistes, on vienne même à souhaiter l'invasion de l'Ukraine pour leur affinité avec la Russie, parce qu'ils se disent finalement la Russie c'est pas si mal parce que nous c'est quelque chose c'est un peu des vieux frères, des amis à nous, donc ouais. Toi, en tant que nationaliste français et européen, on va dire, si tu étais ministre des Affaires étrangères, quelle serait ta politique dans ce dossier? Parce que c'est vrai qu'on a tout partagé entre nos intérêts français qui sont plutôt d'être russophiles pour l'énergie et tout, et notre côté européen qui est en effet de préserver les peuples européens, l'indépendance des peuples européens, quitte à faire le jeu de l'OTAN. Donc voilà, on a toujours ce partage-là. Et toi, quelle serait ta position si tu étais ministre des Affaires étrangères? La troisième voie. La troisième voie, c'est l'opposition en Russie, qui aujourd'hui n'existe pas. L'opposition quoi? L'opposition en Russie, qui n'existe pas, parce que les opposants russes se font soit empoisonner, soit... je suis désolé, mais il faut aussi comprendre que le peuple russe
n'est pas toujours derrière Poutine et ne souhaite pas toujours faire ce que l'État russe engage. Donc, pour moi, ça serait une sorte de comment dire, de soutien du peuple ukrainien dans sa volonté d'indépendance. C'est quand même, enfin, l'Ukraine a son histoire, je vais pas dire propre parce qu'elle est quand même partagée avec d'autres pays, mais a sa légitimité en tant qu'État. Et la Russie a sa légitimité complète, il n'y a pas de souci, mais devrait aussi juste se calmer sur les volontés impérialistes de conquête. Oui, Maxime. Ouais, oui, alors moi, j'essaie d'articuler ça, mais en partant de ta conclusion, tu disais c'est peut-être la prochaine guerre froide. Quand on fait le bilan de la précédente guerre froide, où l'essentiel de nos gouvernements ont pris le parti justement de globalement, le bilan de la guerre froide, aujourd'hui, c'est quand même une invasion culturelle, politique, militaire, et des Américains, justement, parce qu'on a choisi leur parti. Et en fait, moi, je me pose la question, enfin, on parlait, oui, quel est l'intérêt de la France, déjà, là-dedans, parce que tu parles de l'Europe, mais l'Europe, c'est pas un État, politiquement, elle n'est pas unifiée, et en plus, l'Ukraine est un pays européen, mais la Russie, effectivement, géographiquement, elle est essentiellement asiatique, mais si on prend le gouvernement russe et sa population majoritaire, c'est aussi un pays européen, de fait. Donc, moi, je me demande, quel intérêt on aurait, parce que tu dis soutenir l'opposition russe, mais l'opposition russe étant globalement pro-ukrainienne, du fait, ça revient un peu près à ça. D'autant plus que, comme tu l'as dit, si tu dis l'Ukraine est attaquée par la Russie, il faut défendre l'Ukraine, l'indépendance de l'Ukraine, etc. Mais l'Ukraine, la majorité du peuple ukrainien, justement, n'est pas défavorable à une intervention russe. Donc, quelle Ukraine, à ce moment-là? Une Ukraine qui est un gouvernement qui est finalement contesté par une majorité de sa population sur cette question-là. Ça pose question. Et puis, pareil, sur la Chine, la première puissance mondiale, elle a beaucoup d'influence. Elle aurait imposé le pass. J'aimerais savoir aussi quel intérêt elle aurait pour le pass chez nous. Et, si la Chine est si influente que ça, comment ça se fait que les médias français on va dire les deux principaux candidats qui ont des chances de gagner, c'est-à-dire Macron et Pécresse, sont alliés, eux, aux États-Unis, justement, à la position américaine. Alors, il y a deux grandes questions là-dedans, je pense. D'une part, la question culturelle... L'Ukraine qui émane n'est d'ailleurs pas forcément... culturelle, oui, déjà, américaine et chinoise. Déjà, je pense qu'on l'a tous constaté que les critiques envers la Chine ont diminué ces dernières années. Où je pense que la Chine a déjà une emprise culturelle en Europe, et je pense que à l'avenir, ça sera des États européens qui prendront justement le parti peut-être du plus fort, comme nous on l'a fait avec les États-Unis, parce que finalement, les États-Unis, ça semblait être peut-être un peu comme les gamins qui regardent à la télé quel est le meilleur sportif, ils vont toujours soutenir le meilleur. Et la Chine demain, ça sera clairement le meilleur, donc il y aura peut-être des États européens qui vont finalement s'allier à la Chine et son système. Et donc il y a aussi cette question-là où d'accord, on s'est fait dégommer avec l'américanisme, le globalisme, mais demain ça pourrait être la même chose avec la Chine, et ça sera forcément la même chose, ça sera peut-être même pire, parce que bon, eux, le système il est quand même un peu plus vicieux. Enfin, les Américains c'est quand même sacrément vicieux, mais un peu plus sadique. Mais là-dessus, oui, on risque d'avoir des divisions même au sein même de l'Europe entre les États pour justement quelle sera la prochaine grande puissance et qui souhaite soutenir qui. Et ensuite pour la question ukrainienne, c'est ce que j'ai un peu évoqué tout à l'heure avec cette possibilité d'un schisme entre les régions, d'avoir cette région aujourd'hui du Donbass, de Louhansk, tout ça, qui est complètement russophone, se sent russe. Finalement, est-ce que le moindre mal, ce serait pas de leur accorder l'indépendance pour éviter le conflit? Mais les Russes pour moi, les Russes ne s'arrêteront jamais là et voudront prendre le reste de l'Ukraine. C'est pour ça que malheureusement, sur le sujet, c'est dur d'avoir une demi-mesure en fait. C'est très difficile de s'imaginer une situation où justement il y aura un moindre mal, parce que je pense que ça sera vraiment tout ou rien. Et là, les Russes, je pense qu'aujourd'hui, ils voient plus le gâteau dans son entièreté que une part de gâteau, ils vont pas s'en satisfaire. Et surtout que l'Europe n'a fait qu'attiser un peu les tensions. Les États-Unis
n'ont fait qu'attiser les tensions, avec des déclarations absolument hallucinantes, des spéculations pas possibles. Il y a pas d'innocent dans cette affaire. Il faut pas qu'on prenne aussi le parti des Américains en disant oui, si demain les Russes envahissent l'Ukraine, on va pas dire les Américains nous avaient prévenus, on aurait dû les écouter, on aurait dû envoyer des troupes là-bas. Il y a pas de demi-mesure, il y a pas de solution vraiment pour l'État ukrainien à part éventuellement ce schisme régional, mais qui pour moi ne marcherait pas. Est-ce qu'il ne pourrait pas y avoir aussi quelque chose de type de ce qui s'est passé en Yougoslavie? C'est-à-dire une partition. Pas forcément une partition, mais un tel, si tu veux, maintenant avec comme ça s'est passé, si tu as autant de possibilités, tu peux avoir des provocations d'un côté comme de l'autre, etc., qui vont ensuite dire Poutine et autres, et tu vois, la manière dont ça peut se passer. Pour moi, une yougoslavisation de l'Ukraine, mais oui, bien sûr. Pour moi, ce n'est pas possible avec le gros chat qui est la Russie à côté. Pour moi, à partir du moment où il y a une puissance qui est clairement supérieure à l'autre, justement, cette division de l'Ukraine sera d'autant plus bénéfique pour la Russie, qui va y voir l'occasion de prendre les régions morcelées, et qui petit à petit va, comme c'est déjà le cas, en fait, dans la région industrialisée dont je vous parlais tout à l'heure, il y a un oligarque notamment qui tient la plus grosse entreprise en termes de PIB, et c'est le milliardaire le plus riche d'Ukraine, qui, au fil de la situation entre l'Ukraine et la Russie, a d'abord supporté le Kremlin et ensuite Kiev. Parce que, en fait, il s'est dit, là, tout de suite, je pense qu'on va rejoindre la Russie, donc il faut qu'on soit en bon terme avec eux. Puis ensuite, les Américains ont dit, ah non, mais l'Ukraine, il faut qu'ils restent indépendants. Donc il a dit, en fait, finalement, je vais me ranger du côté un peu nationaliste ukrainien contre la Russie. Parce que, il y a les intérêts économiques aussi qui vont derrière, forcément. Et donc ce morcellement, je pense, profitera à la Russie plus qu'autre chose. Ouais. Là, on parle des Chinois d'un côté, des Américains de l'autre, mais ce qui m'intéresse, c'est de savoir qu'est-ce que Israël fait là-dedans, est-ce qu'ils ont un intérêt d'un côté ou de l'autre, ou des deux côtés, ou s'ils ont forcément quelque chose à voir là-dedans? L'Israël, c'est un peu la Suisse de la Seconde Guerre mondiale sur le cas ukrainien. Les grands oligarques, qu'ils soient russes ou ukrainiens, ont plus ou moins d'affinité avec la communauté juive et Israël. Et je pense que dans la situation ukrainienne, ils en ont pas grand-chose à faire. Eux, ils ont un héritage qui est effectivement géographique et culturel sur certaines régions d'Ukraine. À partir du moment où ils peuvent aller faire leur pèlerinage, je pense que l'État d'Israël n'a pas trop d'intérêt là-dessus, ou éventuellement plus avec les Américains, forcément, parce que c'est l'allié actuel. Mais l'Israël... L'Israël, c'est les Juifs en général. Les Juifs en général... les Juifs en général... je pense qu'ils... Mais je pense que d'une manière générale, ils vont surtout se rallier aux meilleurs. Parce que justement, le juif dans la cour de récréation, c'est celui qui court se cacher derrière le prof, et et je pense que ça va être un peu ça. On peut évoquer cette question-là, c'est un peu compliqué parce qu'il n'y a pas, même chez les juifs, il n'y a pas, les juifs influents, il n'y a pas une unité. C'est-à-dire que quand on voit d'un côté, on a George Soros, qui lui va complètement être en faveur de l'Ukraine, des États-Unis, de l'OTAN, du wokisme, qui finance à grand flou de milliards tous les mouvements woke, progressistes, pro-migrants en Europe. Et de l'autre côté, on a un peu la frange Netanyahou, qui a financé Trump indirectement par des liens, des banquiers, des casinos, qui finance donc les mouvements pro-russes, qui finance des médias. Je pense qu'il n'y a pas une continuité. Il y a des jeux de pouvoir, des jeux d'argent. Il y a une peur, je pense que ce qui les unit, on l'a dit tous là-dedans, et d'ailleurs beaucoup d'Européens et d'Américains aussi là-dedans, c'est cette peur viscérale de la Chine, parce que les Chinois, eux, ont une communauté raciale parfaite. Ils ont une civilisation d'ailleurs qu'ils imposent aux peuples qui soumettent total, et ça leur fait peur parce qu'ils savent que les Chinois ne transigeront pas. S'ils s'imposent en maître, c'est eux qui domineront, et ils ne se laisseront pas. Ils sont tellement différents de nous, des Européens, parce que nous avons les Juifs en Lyon,
beaucoup d'Europe de l'Est, hein, et on a une différence, mais bon, c'est moins marqué qu'avec la Chine. Je pense qu'ils ont une peur viscérale, et là-dedans, ils vont tous plus ou moins prendre le parti du lutte contre l'influence chinoise. La puissance que j'ai pas mentionnée, mais qui peut être intéressante dans ce cas-là aussi, c'est la Turquie. La Turquie qui est un allié puissant de la Russie, qui ballotte un peu entre deux eaux, et sur la question chinoise, ça se complique un peu parce que bon, les Ouïghours, les musulmans, les machins. Donc il y a aussi cette complexité. Je pense que le peuple juif c'est un peu ça aussi. C'est justement cette ils savent pas trop où se placer dans le conflit. Et je pense que la plupart des gens ne se placent nulle part dans le conflit. De toute façon, des juifs dans ces régions-là, il n'en reste plus. Enfin, sincèrement, hein, pour avoir vécu dans ces parties-là, les juifs, c'est peut-être 0, quelque chose %. Ou alors ce sont des gens qui ont complètement renié leur héritage judaïque. C'est vrai que la question juive en Europe de l'Est ne se pose plus. Israéliens, des juifs israéliens qui viennent à l'origine de Russie, quoi. Ah, mais énormément. Énormément, mais par exemple, les juifs qui viennent de Pologne n'ont jamais autant détesté la Pologne. Et quand ils viennent en Pologne, c'est des attaques, des procès. Alors, une anecdote, je sais pas si vous saviez, en Pologne, il y a une loi depuis quelques années, depuis une bonne trentaine d'années, où si un juif peut prouver qu'un bien immobilier appartenait à sa famille avant la guerre ou pendant la guerre, peut le récupérer gratuitement. L'État polonais va virer le propriétaire. C'est-à-dire que vous avez une maison en Pologne, le juif dit « mon grand-père était dans cette maison », la maison vous revient instantanément, sans discours, sans procès, rien. Si vous pouvez prouver que ça, c'était le cas, et du coup, il y a des Polonais, des politiciens polonais patriotes qui ont complètement vrillé. Ils ont dit mais on peut pas laisser nos citoyens se faire déloger. C'est pas comme si c'était 5 années après la guerre que les gens ils avaient plus aucun endroit où aller. C'est clairement pour des raisons financières. Ils se disent ça peut me permettre d'avoir un pied-à-terre quelque part en Pologne. Et puis si on peut prouver que grand-père Ibrahima il avait un truc là-bas. Voilà. L'éradication en Pologne, elle a été bien faite. Hein. Et oui, les Polonais, sincèrement, ne tiennent pas les Juifs dans leur cœur. Tout comme les Ukrainiens, tout comme, je pense, la plupart des Russes. Alors, les Russes, c'est encore un peu plus nuancé que, malheureusement. C'est vrai que les Polonais, les Lituaniens, les Pays-Baltes sont beaucoup plus, une position un peu plus radicale sur la question juive. Radical, pas dans le sens pas Seconde Guerre mondiale, hein, radical tranché où ils sont plus chez nous, la question juive ne se pose plus. Alors que les Russes, l'oblast indépendant autonome juif quelque part en Russie, ça n'a jamais marché, mais il existe. Voilà. J'aimerais qu'on va juste revenir un petit peu sur la Chine. On a donné tous nos trucs industriels à la Chine. Et il semblerait aussi que il y ait des projets de fabriquer les Airbus en Chine, alors qu'ils ont construit des usines jumelles à chaque fois qu'on a voulu y faire une technologie, etc. Et on a fait ça au nom de l'économie pour nous avoir des biens industrialisés moins chers et autres. Mais eux, ils gardent leur forêt. Ils nous importent du bois, ils leur vendent des meubles. Non mais il y a une politique au niveau des terres rares partout dans le monde où ils y reviennent. Ils investissent massivement en Afrique, etc. Et autres. Les seuls alliés des Américains sont les 5 pays anglophones. Australie, Angleterre, Nouvelle-Zélande, Canada. Nous, on est classés ennemis potentiels. Mais on a nous-mêmes donné Européens, mondiaux, etc. Et autres, tout à la Chine. Pour faire à un moment, ce que j'évoquais tout à l'heure, on savait qu'ils pirataient, qu'ils volaient des bateaux, etc. Et autres, au nom de l'économie, de produire moins cher, etc. Et autres. Donc là maintenant, la puissance chinoise elle monte. J'évoquais, ils ont un drone sous-marin.
Le détonateur, c'est une bombache, et le reste, c'est 30 tonnes de cobalt. Donc c'est un truc qui peut vitrifier Taïwan, le Japon, etc. rendre ça, et ils font pas ça pour rien. Leur politique en mer, etc. De grappiller comme ça. La puissance à une époque, les gardes frontières entre l'URSS et la Chine, ils en étaient au nucléaire tactique, Scud, etc. Et autres. Donc là maintenant, du fait qu'ils aient été communistes et autres, les présenter comme ensemble, je suis pas sûr du tout, parce que à un moment, tout ce qui est Sibérie là, qui va dégeler, etc. montre. Moi, la question que je me posais avant, et maintenant je suis un petit peu en train d'y répondre avec le Covid et tout ça, c'est est-ce que la Chine, à partir de l'inversion de polarité de 89, on nous fait croire que c'est maintenant un affrontement nord-sud avec l'islam comme le lance du bloc sud. Non, c'est toujours l'hypercapitalisme et la pyramide sociale, c'est en train de devenir une punaise. Avec les hyper riches, etc. Je sais pas ce sera fait l'avenir, mais à un moment, entre les Chinois et l'URSS, si elle s'agrandit, il est pas sûr que ça pètera. Par contre, la politique économique, militaire, etc. Chinoise, elle est super bien faite. Mais on a tout fait pour que... Je pense que les Chinois, dans ce cas, sont beaucoup plus malins que ça. Ils ont, en Sibérie, par expérience personnelle, la Chine a déjà, je vais pas dire pris le contrôle, mais a déjà intégré les mannes politiques et financières de la Sibérie. Ça, c'est un fait. Alors, c'est du soft power, c'est très, ça se voit pas, on s'en rend pas compte. Après que la Chine, par contre, la Chine a sacrifié son pays, ça, et son peuple, ils en ont rien à faire. Parce que la politique des terres rares, ils ont détruit des milliers de kilomètres carrés pour extraire des terres. Sauf qu'effectivement, maintenant, ils se rendent compte, ils se disent, mais maintenant, ils se disent justement, est-ce que maintenant qu'on a la technologie, qu'on sait comment faire, comme disait Zemmour, est-ce que maintenant le pays à qui on disait tiens, tu vas aller fabriquer le meuble, on te donne les 4 mers, tu vas aller fabriquer le meuble, maintenant que eux savent le faire, ils le font en Afrique. Et aujourd'hui, je pense qu'ils ont ce revirement là où les industries sont déjà en train de se délocaliser vers l'Afrique, parce que eux, ça aussi, la question démographique, c'est hyper important. C'est un peuple qui vieillit. Un peuple qui vieillit, il dit société de service. Parce que il y a plus personne pour faire de l'industrie. On n'en est pas encore là, mais la population chinoise en 2050, c'est, je crois, à peu près 300 millions de personnes en moins. Ou 200 millions, quelque chose comme ça. C'est énorme, parce que la politique de l'enfant unique les a tués. Démographiquement, mais ils vont, justement, ce qu'ils vont faire, c'est ça. C'est-à-dire faire ce que nous, on a fait. C'est-à-dire, on va demander à Abdallah au Niger d'aller creuser les terres de machin, parce que nous, on sait le faire. On va arriver, et puis ce que ça va faire, c'est que nous, ça va faire juste un intermédiaire en moins, parce que l'Afrique, on va plus oser y aller, parce que pour les questions coloniales, les machins et tout, les États européens vont dire non, mais parce qu'on leur vole leurs terres. Je sais pas quelle chose, mais du coup, la Chine ne sera plus qu'un intermédiaire entre les États producteurs et les États. C'est énormément de choses en Afrique, les Chinois. Ah, mais les Chinois, un Africain du Cameroun me l'avait dit. Les Chinois sont les plus grands psychopathes qu'il ait rencontrés, et ils ont pris toutes les grandes entreprises de son pays. Et c'est le Cameroun. Et le Cameroun n'est pas très connu comme étant une grande destination pour les industries chinoises. Donc c'est-à-dire que les autres États, il y a d'autres États, c'est encore pire, quoi. Le Nigeria a été pris d'assaut par la Chine, parce qu'eux se rendent compte que justement demain ils n'auront plus la main d'œuvre pour gérer tout ça. Ils le font exporter. Nous on l'a fait. Pourquoi eux ne le feraient pas? C'est juste qu'ils vont le faire d'une manière un peu plus cruelle et plus chinoise. Donc la question chinoise, pour moi, eux ils ont déjà réglé leurs problèmes, et pour la question russe, la Russie par rapport à la Chine, il y a des gens qui m'ont dit effectivement ils risquent d'envahir la Sibérie parce que c'est des terres, il y a rien, c'est fantastique. Enfin il y a rien en termes de militaire, de base, ils peuvent tout prendre. Il y a rien. Après il y a des terres justement avec la fonte du permafrost.
Il y a déjà les plus grosses mines de diamants, c'est en Sibérie, c'est à Yakoutsk, à Myrny, tout ça. Donc là, il y a des terres rares, du diamant, etc. Voilà. Avec la de mer. Voilà. Mais en fait, je pense que les Chinois, pour l'instant, vont garder la Russie sous la main et vont petit à petit continuer à la contrôler politiquement pour faire comme la Russie et la Biélorussie aujourd'hui. Ils n'ont pas besoin de prendre la guerre. Ah non, mais ils en ont pas besoin. Justement parce que, si tu veux, les zones d'intérêt, la Chine pousse beaucoup vers la mer, etc. et autres, à cause de Taïwan, entre autres, et puis les autres côtières, etc. et autres. Et la Russie, comme tu le disais, elle pousse de l'autre côté. La Russie, c'est le penchant agressif de la Chine. La Chine aujourd'hui, c'est quoi? Vous allumez la télé, c'est les JO à Pékin, tout le monde il est beau, il est gentil. C'est non mais c'est un peu ça. C'est aimer la Chine parce qu'elle vous aime elle aussi. Ça commence comme ça. Ça commence comme ça. Et le problème, c'est que la Russie en fait le sale boulot de la Chine. Alors pour l'instant, c'est plus une question personnelle, hein, c'est entre la Russie et l'Ukraine, tout ça. Mais je pense qu'à terme, la Chine ne va pas essayer de se faire des ennemis à l'étranger. Elle va garder, justement, au contraire, elle va essayer d'étendre son pouvoir d'influence sur les autres pays et de se faire le plus d'alliés possible. Donc ils ont aucun intérêt à envahir les autres pays. Enfin, la Chine n'a pas d'intérêt direct parce que la Russie est l'Ukraine. La Chine, non. Parce que la Russie se tourne vers elle, parce que justement les pays occidentaux ont cristallisé les tensions dans l'Ukraine. La Chine, avec la question de l'Ukraine, pour eux, c'est un peu comme s'ils avaient laissé le feu vert à la Russie en disant bon, c'est bon, tes conneries, on en a un peu marre, mais en même temps, bon, c'est leur meilleur allié. Et la Russie a dit bon enfin, moi je le vois un peu comme ça, où ils ont dit par contre, on peut avoir une relation privilégiée, mais le dossier ukrainien, c'est nous. Pour l'instant, c'est nous. Alors après, la Chine, forcément, vu qu'elle commence à gangréner le reste. Il est assez évident dans le sens où leur but, c'est de devenir l'acteur indispensable. Donc, à chaque fois que les Américains mettent de nouvelles sanctions, et les Européens mettent de nouvelles sanctions sur la Russie, vers qui la Russie se tourne, vers la Chine. Donc la Russie devient dépendante de la Chine. Mais donc la Russie est quand même, même si c'est un État moins puissant quand même que la Chine ou les États-Unis, ça reste quand même une puissance rivale, secondaire, mais rivale de la Chine. Plus elle se vassalise, plus ça renforce la Chine. Mais donc ça veut dire que si nous, on soutenait l'Ukraine dans cette histoire, finalement, en critiquant l'influence chinoise sur la Russie, on ferait que la renforcer, justement. Mais l'Ukraine est le caillou dans la chaussure de tout le monde. C'est ça qu'il faut savoir, c'est que la Chine aussi, comme on a dit, la Chine n'a pas forcément intérêt à détruire son image avec son meilleur allié qui prend d'assaut le pays ukrainien. Là, c'est presque personnel entre l'Ukraine et la Russie. C'est vraiment personnel. Et c'est le caillou dans la chaussure pour tout le monde. Parce que nous, on n'a aucun intérêt, eux, ils ont aucun intérêt. Finalement, et les gens sont prêts à les voir se dévorer entre eux pour se dire, bon, pareil, si ça peut maintenir la paix, alors, est-ce qu'on va sacrifier l'État ukrainien? Moi, je vous annonce, l'été prochain, l'Ukraine, à mon avis, ne sera plus. Ça c'est bien possible. Vas-y, j'ai juste une question. Parce que tu as évoqué vite fait la révolution orange et Biden. On sait aujourd'hui, c'est totalement officiel, que la CIA a énormément travaillé sur ces dossiers. Pourquoi, tu es en train de dire que les personnes n'ont d'intérêt en Ukraine, pourquoi les Américains veulent absolument renforcer l'OTAN dans cette région? Qu'est-ce qui leur fait peur en fait de vis-à-vis de la Chine? Je suis mal exprimé. C'est pas personne n'a d'intérêt. C'est personne n'a d'intérêt à voir la situation s'embraser. Ils ont forcément des intérêts à contrôler l'Ukraine. Ça oui. Donc personne n'a d'intérêt à ce que ça s'embrase comme je pense que ça va arriver. Mais pour l'instant, c'est vrai que les États-Unis sont bien contents d'avoir cet allié ukrainien. Comme demain, les Russes seront bien contents potentiellement d'avoir une partie de l'Ukraine. Donc ce qui s'est passé en Afrique est assez intéressant et là tu me fais penser à la manière dont ils s'y font lier. Les Chinois en Afrique font ça d'une manière assez soft, etc. et autres. Assez soft, c'est-à-dire qu'on n'entend pas forcément parler, il faut le képin de base qui s'intéresse pas trop à la politique. Bon, il y a des Chinois en Chine, ils sont déjà des diasporas chinoises de partout, des Chinatown, etc. Parce que ils ont beaucoup exporté de travailleurs grâce à la démographie. Il est mort un Chinois par naître aux États-Unis, à part Travers aux États-Unis.
quand ils ont fait les freins et tout ça. Mais donc la Chine, elle y va plutôt de manière larvée. Et là, ce qui les intéresse, c'est le Poutine fort, etc. Par exemple, avec le groupe Wagner. Là, vraiment, il y a quelque chose. J'étais moi à une conférence un petit peu avant le Covid, on avait un député du coin qui nous défendait Barkhane et autres au nom de l'antiterrorisme. Mais un sketch, ça nous coûte que 200 millions par jour, etc. Et autres. Alors bon, ça défend aussi Sentinelle, etc., etc. Et nos intérêts sur zone, comme les diamants du sang, justement avec les réseaux maçonniques, d'un côté et de l'autre, comme on interdit, je sais plus quel pays, mais c'est le pays d'à côté qui augmente de beaucoup ce type de trafic. Et les maçons qui tenaient ça par la France et autres, ont perdu ça en 2 ans au profit de la Russie. Mais ce qui est en train de nous arriver, c'est finalement la simple conséquence de ce que nous on a fait subir de par ce globalisme américain qui, enfin, comment dire, la Chine est en train de répliquer ce que nous avons fait répliquer au reste du monde du fait des États-Unis. Les États-Unis ont voulu ce système ultra-capitaliste où nous on va commencer à délocaliser nos entreprises à l'étranger, tout ça, mais les Chinois ils vont faire pareil. Qu'est-ce qui les empêche de faire pareil? Et finalement, ils ont tout intérêt à faire pareil. Donc, finalement, alors c'est pas nous, citoyens, qui devraient, on peut pas s'en vouloir. Les habitants, je pense que de manière générale, sont contre la délocalisation. Mais en tout cas pour le jeu gouvernemental et le jeu de pouvoir, malheureusement, c'est le juste retour de bâton pour cette aventure américaine depuis la Seconde Guerre mondiale. À méditer avec notamment la censure. Je sais pas si vous avez vu au JO, il y avait une athlète chinoise qui était tombée. Et les Chinois ont réussi, un patinage artistique, elle est tombée. Ils voulaient pas faire une mauvaise image, ils ont censuré tout. Et c'est introuvable. La Chine a déjà des moyens énormes de censurer nos médias à nous. En fait, je pense qu'on se rend même pas compte, en fait, à quel point on est déjà lancé dans cette aventure chinoise pour le coup. Et je pense que ça nous fera très bizarre. De fait, sur d'autres questions qui nous concernent quand même moins directement, comme les Ouïghours par exemple, les médias français, eux, prennent un parti pris anti-chinois, c'est clair, quoi. Mais je suis pas certain qu'aujourd'hui ils sont. En tout cas, je trouve qu'ils sont beaucoup plus modérés sur la question. Alors c'est quand même assez récent, on en parlait pas il y a 10 ans effectivement, mais je pense que il commence à y avoir ce caressage dans le sens du poil des Chinois. Petit à petit, en tout cas. La question ouïghour, après, c'est une question humaniste. C'est clairement les plus gauchistes des gauchistes qui. Enfin, et pour le coup, c'est légitime. Effectivement, l'éradication des Ouïghours, on est tous d'accord qu'on soit de droite ou de gauche. Un peuple, s'il est là depuis toujours, il a le droit d'exister. Enfin, je suis désolé, mais on va pas déporter des gens parce qu'ils étaient là. Et, enfin, au-delà de ça. C'est non seulement politique mais religieux. Alors, là, ce prétexte, bon, c'est une minorité musulmane. Non, je sincèrement, avec la Chine, comme il disait Elie tout à l'heure, c'est pas une question religieuse, c'est une question d'homogénéité chinoise et culturelle, où ils veulent pas, c'est juste que la population doit être comme elle est. On regarde au Népal, le Népal, enfin, pas le Népal, le Tibet est chinois, clairement. Malheureusement. On n'a pas pu s'opposer, etc. Donc en fait, si tu veux, après cette surpuissance économique qu'on leur a donnée, moi je sais pas si c'est fait encore, si quelqu'un a suivi, mais il était question de leur refiler des constructions d'Airbus, qui au départ c'était Angleterre, Allemagne, Innova Toulouse qui faisait ça. Et à un moment, il me semble que c'était évoqué, est-ce que Airbus, on va pas leur refiler la possibilité de faire des Airbus? On a trop tiré la corde entre justement intérêt économique et intérêt politique. Et à un moment, malheureusement, ça nous pète à la gueule. Parce que revenir à ce qu'il a dit Zemmour, c'est vrai que au début, on pensait qu'ils allaient juste faire des jouets pour nos enfants pour Noël. Puis aujourd'hui, l'industrie, elle est chinoise.
On le voit avec les pénuries qu'on a aujourd'hui, ou je veux dire, l'explosion du prix de n'importe quoi, les tuiles, tous les matériaux de construction, mais c'est de la démesure. Le bois, c'est de la démesure. Mais on se rend compte de l'influence de la Chine sur notre économie, et malheureusement, on peut s'en prendre qu'à nous. Hein. Pour le coup, c'était voilà. Enfin, qu'à nous, on peut s'en prendre aussi aux Américains pour ce modèle-là. Mais après, même les politiques coloniales, etc. Ça a été quoi? Nous, on garde les industries, et vous continuez à faire du café, de l'ananas, du ci, du ça, etc., etc. Donc, les industries, non mais c'est un débat très intéressant, mais c'est vrai, on pourrait continuer toute la nuit dessus. Je pense que c'est comme ça que tu t'es retrouvé, c'est comme ça que tu t'es retrouvé en Amérique du Sud, à savoir que tu finis par brûler du café dans les locomotives qui sont encore des locomotives à vapeur. Enfin, moi, je vais conclure sur la session de questions de machin, juste en disant justement qu'il faut sortir de cet état d'esprit. Poutine égale homme viril égale je veux ça pour la France égale ou Ukraine ouais c'est les nationalistes, il faut défendre l'Europe, ouais la Russie c'est nos alliés, il faut défendre la Russie. Ça c'est une vision marxiste de on n'est pas dans un système de pensée marxiste, on va pas faire une espèce de une dualité qui serait finalement la finalité. Non, il y a des degrés et des teintes diverses sur la question ukrainienne, la question russe, la question chinoise, la question américaine, et comment ça nous influence sur nos vies quotidiennes. Mais donc pour toi, au maximum dans 2 ans, c'est plié, quoi. Pour moi, l'Ukraine la semaine prochaine. Non, mais sincèrement, moi j'avais peur en venant faire la conférence ici que les Russes me devancent. Mais sincèrement, et j'ai répété à tout le monde, j'ai dit mais je pense que les Russes vont me devancer et que ma conférence sera du coup dépassée parce que les événements m'auront précédé. Encore une fois, je dis mais je le souhaite absolument pas, je le souhaite pas. Mais en même temps, tous les indices portent à croire que voilà. C'est